Retour avec Joseph Dato, une émission intitulée Vessie Kapiski sur Radio Résiboudin avec François-Méry Perrier. Et aujourd'hui, c'est consacré au romancier, ancien espion, John Le Carré. Alors, Joseph Dato, quelques pays évoqués par John Le Carré dans ses romans, avec des enjeux géopolitiques et puis pas que, bien sûr, industriels. Bien sûr, l'Allemagne de la guerre froide, la Russie de la guerre froide, puisque la toile de fond de l'œuvre de Le Carré, quand même, 25 romans, 2 essais, une œuvre de théâtre. La toile de fond, puisqu'il commence à écrire et le succès vient très vite, au début des années 60, donc on est en pleine guerre froide, et lui, il accompagne les divers épisodes de la guerre froide, les tensions des années 60, la détente du début des années 70, la transformation par le lâcher-prise de l'URSS, par l'ouverture de l'URSS fin des années 80, puis la fin de la guerre froide, et sa toile de fond, c'est celle-ci. Donc la Russie, les Balkans, Israël-Palestine avec la petite fille au tambour au début des années 80, le Kenya, donc l'Afrique de l'Est, avec le fameux livre La Constance du jardinier qui traite d'essais cliniques mafieux, clairement. Qui a été adapté en film, un très beau film, absolument. Raquel Welch, je crois. Oui, Raquel Welch, de Constant Gardner, oui, tout à fait. Qui évoque la question humanitaire aussi de façon assez déchirante, quoi. Absolument. Et donc ça, c'est un des terrains d'investigation de Le Carré. Et puis le Congo, avec le champ de la mission, où là, on est dans la marmite du nord-est du Zaïre, avec la question rwandaise et la question du désordre chronique, guerrier, guerre civile, etc., au Congo. Donc il est là, pour le coup, dans le champ de la mission. Le héros du livre est un traducteur, interprète, amoureux d'une infirmière congolaise, donc c'est plein de vie, tout ça, et de vraie vie incarnée, et pas des choses fantastiques qui n'existent pas comme James Bond. Mais c'est des pays où il s'est rendu d'ailleurs pour bien comprendre son environnement et l'environnement dans lequel dont il a tiré le jus pour écrire. Voilà, donc RDC, Russie, Balkans, Allemagne, pour n'en citer que quelques-uns, la Grèce aussi, d'un petit feu tambour, où il traite de questions de terrorisme déjà. Donc, alors c'est la Grèce de l'époque des colonels des années 70. Tout à fait. Oui, non, c'est des 80. Ok, années 80. C'est l'OLP, tension entre l'OLP et Israël en 80, donc Arafat et Israël de l'époque, les années 83. Quoi. Qui se répercute en Grèce. Oui, parce qu'il y a en Allemagne, ça commence dans mes souvenirs, ça commence par un attentat en Allemagne, où un petit garçon est décédé, et l'enquête se poursuit en Grèce, et puis en Israël, quoi. D'accord. Voilà, donc ce qui est fascinant, c'est qu'il mêle la toile de fond, c'est la guerre froide. Il y a divers pays, le Congo c'est pas lié à la guerre froide, mais c'est la majeure partie de son œuvre, elle est écrite pendant et après au sujet de la guerre froide, et une quinzaine de livres. Et les thèmes se croisent, la mafia, le terrorisme, les essais cliniques médicaux, la guerre civile et les prédations extérieures de pays extérieurs au Congo, donc en RDC, le trafic d'armes, les services secrets, les intrigues internes aux services secrets, les grands enjeux politiques dont les services secrets sont des opérateurs ou des idiots utiles, selon. Donc c'est un auteur du temps long, c'est-à-dire qu'il commence en 60, on est en 2020, il n'a pas fini de nous surprendre, j'espère, puisqu'il a sorti il y a très peu une dernière livre que tu m'as offert d'ailleurs, dans lequel je suis, Retour de service, où finalement c'est une histoire qui ne finit jamais. Dans lequel tu fais partie du personnage où tu es en train de lire. Oui, d'accord, oui, tout à fait. Okay. Je suis en train de lire, oui. Et il a inspiré le cinéma, 10 films et séries à partir de son œuvre, que je recommande vraiment. The Night Manager, je la recommande cette série, c'est le directeur de nuit, donc c'est des souvenirs de Le Carré lorsqu'il était chef de service et qu'il formait les espions en herbe à Oxford, donc l'école des espions en clair. Lui, il est prof dans cette école des espions et il raconte 1001 souvenirs, plus ou moins réels, plus ou moins fictifs, mais plutôt réels, en tout cas vraisemblables, dont le
directeur de nuit, dans Le Voyageur solitaire et dans Le directeur de nuit. Voilà. Est-ce que ces ouvrages sont accessibles pour un public non initié ou parfois les choses sont dites avec tellement de subtilité qu'il faut avoir une solide culture géopolitique? Ah ben, il donne de l'appétit, c'est une très bonne question ça, parce qu'il donne de l'appétit, il donne l'envie de comprendre, mais l'œuvre suffit en soi, c'est-à-dire c'est tellement bien écrit qu'on est plongé dans quelque chose de lent. C'est jamais spectaculaire, encore une fois, hein, dans l'action, je sais pas quoi, c'est pas du tout... Enfin, dans Le directeur de nuit, il y a des surprises quand même, des passages avec des rebondissements, de la violence, etc. Mais c'est très au fil des mots, au fil de l'eau, et ça embarque. C'est un auteur qui embarque. Il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'empathie. Tout à fait. Parce que là, les pays que tu viens de citer, les pays africains, les pays du Moyen-Orient, même l'Allemagne de la guerre froide, bien sûr. Après la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'immenses masses de population plongées dans la misère noire, dans le drame sanitaire, politique, de la guerre sociale, politique, ethnique, etc. Et finalement, quelques personnes qui profitent de ce chaos qui le déclenche. Toujours la même équation, bien entendu. Hein. Il y a toujours ce rapport donc, des inégalités très fortes, qui sont tout le temps dans le noyau dur de son œuvre. Avec ces forces nationales et transnationales qui s'entendent pour faire de l'argent avec le plus grand mépris pour les populations, comme on l'a vu par rapport au tunnel aux pigeons. Quoi. Absolument. La citation. Des gens ordinaires qui se révoltent, qui se rebellent. Absolument. Oui, il y a certains qui se rebellent, contrairement aux pigeons, mais la plupart reviennent malheureusement dans leur cage une fois que c'est fini. Quoi. Je vais citer une parole de John le Carré, donc c'est tiré d'un entretien à la BBC, il y a pratiquement un an jour pour jour, c'était le 14 octobre 2019, à la radio BBC4. Je vais le dire en anglais, même si j'ai pas son accent, il est encore moyen, voilà. Politicians love chaos, don't ever think otherwise, it gives them authority and gives them power, it gives them profile, the idea that they'll fix it for you. Qui peut se traduire comme ça, les politiciens adorent le chaos, ne pensez jamais autrement. Ça leur donne de l'autorité et ça leur donne du pouvoir, ça leur donne un profil. L'idée qu'ils vont réparer ça pour vous. Et le Carré se désespère sur le fait qu'il croit que l'absolutisme du côté de la droite politique et de la gauche, le libertarisme et le nihilisme ont en fait toujours le même objectif et on repart toujours après le chaos. Donc bon, ça fait un peu complotiste presque, cette fameuse phrase « Ordo ab chaos », de l'ordre naîtra le chaos, qui est sur le billet de $1 et sur la pyramide. Moi, ça me rappelle quand même la situation qu'on vit avec le Covid. Le capitalisme du désastre, la stratégie du choc, dont a parlé Naomi Klein, et en tout cas, on voit que le chaos organisé aujourd'hui, ça profite quand même d'un pouvoir autoritaire qui n'est pas du tout éthique. Oui, absolument. C'est un des champs de bataille de Le Carré, absolument, ce champ-là, absolument. C'est un révolté, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement dans la subtilité, dans sa langue, en fait. On sent qu'il est profondément révolté. Tout à l'heure, quand tu disais qu'il comparait un goré, dans ce livre-là, il parle de Troduc, il parle à Troduc, etc. C'est-à-dire que ça sort quand même comme ça, il envoie les pics, mais tout lui-même en restant dans la décence et toujours... Oui, parce qu'il n'est pas... il ne veut pas se laisser dévorer par... Exactement, il garde de distance, mais c'est quand même quelqu'un qui a une posture politique assez claire, enfin même très claire. Il a dénoncé à plusieurs reprises et à sa façon, enfin durement, l'invasion de l'Irak et le grand plan totalement imbécile et criminel des États-Unis pour remodeler le grand Moyen-Orient. Faire le grand Israël. Le grand Moyen-Orient, le grand Israël, et puis démocratiser tout et tout. On regarde dans le bilan, c'est juste une catastrophe, quoi. De l'échec des néoconservateurs américains. On ne peut pas être contre le fait de démocratiser, mais en réalité, c'est... Pas avec ces canonnières. Non, bien sûr, mais le terme du futur, c'est le terme de démocratie qui a un écran, quoi, pour faire de grandes affaires. Exactement. Donc c'est un échec calamiteux du point de vue de cette initiative américaine
porté par l'entourage de Bush et un peu Bush lui-même. Je dis bien un peu parce que je ne sais pas s'il avait la main sur tout. Et Blair. On ne sait pas. Pour les Anglais, bien sûr, Blair, le suiviste, sur Reshape the Big Middle East. Donc il était tout à fait contre ça. Il a envoyé des pics aussi bien sentis à Trump qu'il considère comme un élément, facteur de déstabilisation du monde et d'insécurité dans le monde, il le dit. Voilà, il a inspiré... Même si paradoxalement, Trump est plutôt isolationniste et il retire plutôt ses troupes. Oui, il est pas... Même s'il se sert des Kurdes de façon complètement inique pour combattre Daesh et puis après les abandonne à Erdogan. C'est pas le premier à avoir lâché les Kurdes, mais, bon. Mais le problème de Trump, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire que dans son pays, aux États-Unis, c'est quand même aujourd'hui une situation assez chaotique. Donc il est acteur sur pas mal de choses, semble-t-il. En tout cas, enfin, pas semble-t-il, c'est un fait. En tout cas, Le Carré le critique vertement à plusieurs reprises. Le rapprochement avec la Russie que prônait Le Carré au moment de l'ère Gorbatchev, tu as parlé d'ouverture, il y a quand même eu un effondrement de l'Union soviétique, en partie provoqué par les manipulations sur le prix du pétrole, je crois, des États-Unis à la fin des années 80. Ouais, il y a plusieurs facteurs, mais il y a un de ces facteurs, il y a la course folle, la guerre des étoiles, c'est-à-dire la course à l'armement et la course à la conquête de l'espace qui a essoufflé les Russes, des transformations qui ne faisaient pas l'affaire de tout le monde lorsqu'on a commencé à parler de transparence et de réformisme à la fin de l'Union soviétique, les 4 ou 5 dernières années, donc de 87 à 91. Et puis, c'est vrai que Le Carré était dans une forme de déconstruire un peu l'espèce d'hystérie anti-russe qu'il y avait, en particulier aux États-Unis, pas uniquement, où on avait surdéterminé beaucoup l'ennemi dans la guerre froide. C'est vrai que ça s'appelait une guerre froide, mais il y avait de part et d'autre une partie surjouée, surdéterminée, on désigne l'ennemi, on renforce, etc. Et lui, il était plus apaisé avec ça en disant, en étant partenaire, je crois, partisan, d'une politique d'ouverture et de main tendue vis-à-vis de cette Union soviétique moribonde et qui s'est transformée en capitalisme sauvage en quelques mois. Alors là, j'en suis témoin personnel. J'ai vu la stratégie du chaos investir la Russie, stratégie du chaos et ultra-capitalisme sauvage qui a déstructuré la Russie pendant une décennie. Déstructuré. Voilà, et ce qui explique aujourd'hui que les Russes préfèrent la stabilité de Poutine, parce qu'il a rendu le pays aux Russes sous un certain nombre d'aspects. Oui, il est contesté, Poutine, mais c'est bien sûr qu'il est contesté par une partie de son peuple, une partie des Russes, l'intelligentsia, etc. Mais la politique qu'il a menée, en réponse au chaos yeltsinien de la transformation, de la thérapie de choc, c'est-à-dire que la décennie, il a conforté le pays dans un rôle de pas de puissance moyenne, voire plus que secondaire, comme elle était fantasmée par l'Occident, mais redevenir, si possible, une grande puissance. Alors ça, c'est un autre sujet, parce que c'est une grande puissance ou pas, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il a redoré le blason de la Russie à l'échelle interne et à l'échelle externe, de toute évidence. Voilà. Et à repayer les gens, à rétablir un certain nombre de droits de la population. Bon, on ne va pas parler de liberté d'expression, mais ce qui m'avait frappé dans une émission que j'ai entendue sur la Russie, c'est que les Russes constataient qu'à chaque fois qu'il y avait eu un grand changement, c'était pire. Oui. L'Union soviétique était pire que le tsarisme. Oui. Les années Yeltsin étaient pires que l'Union soviétique. Maintenant qu'ils ont Poutine, voilà, ils ont pas trop de changer. Il est bien là. Voilà, c'est ça. Absolument. Dans les pays, enfin, au moins que tu aies prévu autre chose, mais dans les livres et dans les pays que tu as évoqués tout à l'heure, là, Congo, Israël, Palestine, Allemagne, est-ce que tu veux rentrer un petit peu dans l'un de ceux-là pour en sortir quelque chose qui te semble particulièrement important? Moi, je trouve intéressant la question de la Russie, justement. Je trouve intéressant. La Maison Russie est notre jeu. C'est vraiment... il y a une poésie dans ces livres. Notre jeu, ça se termine de façon ultra glauque sur un territoire que j'ai parcouru dans tous les sens. C'est pas difficile, il est tout petit ce territoire, c'est même pas un tiers de l'Isère,
c'est la république d'Ingouchie, à l'ouest de la Tchétchénie. Et donc l'histoire se termine, dans mes souvenirs, j'ai pas relu ce livre depuis longtemps, mais dans toutes mes valises, de tous mes déplacements, il y avait des livres faciles et des livres profonds. Dans les livres faciles, c'est la petite littérature, ou la littérature, petite littérature, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le bouquin qui se lit d'un trait est toujours un John le Carré. Donc, dans mes propres représentations, tout à fait personnelles, j'ai pris goût à lire Le Carré dans le Caucase, le bouquin qui parle du Caucase, dans le Caucase avec le Carré. Parce que le rapport entre le lecteur et le livre, je pense que c'est un rapport de dialogue. C'est-à-dire qu'on est pris dans l'histoire et on parle avec le bouquin nous parle, pour le dire de façon très simple. C'est ce que je crois, moi. C'est plus fort que le rapport à une vidéo YouTube. Je pense que c'est plus fort. On ne peut pas zapper comme ça. On a le livre, c'est un objet. D'ailleurs, tu as déjà tourne là-dessus. Oui, des chapitres en tout cas. Mais c'est très fort comme rapport, je trouve. Et lire La Maison Russie à Moscou, comme j'ai pu le lire et le relire, c'est tout à fait intéressant. Et voir le film avec Sean Connery et Michel Pfeiffer, en plus La Maison Russie, avec des acteurs anglais américains, c'est absolument génial de voir ce film en Russie et en russe. Donc il y a la trilogie là, si vous voulez. Il y a Le Carré, la Russie et moi. Et alors, à Ingouchi, il se passait quoi? Ingouchi, dans notre jeu, c'est des trafics d'armes. Et le héros du livre meurt en Ingouchi et liquide en Ingouchi à la fin du livre. Donc je ne dévoile pas le livre parce que j'incite les gens à le lire, à lire tout Le Carré, mais sur la question de la Russie, et ça se passe à la fin de l'URSS, c'est-à-dire dans la nouvelle Russie, si je puis dire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Puis, il fait le lien avec... j'ai un trou de mémoire sur le livre, mais ça va me revenir. On peut le retrouver là. Sur l'amitié si particulière avec ce Tchétchène, Issa Kolsaïev, qui est un agent, qui n'est pas un agent. Ça se passe en Allemagne, à Hambourg, et c'est absolument génial. Je vais retrouver bien sûr tout de suite le livre. C'est un homme très recherché, bien sûr, qui est paru en 2008, et ça se passe en Allemagne, et c'est un réfugié tchétchène dont la police se demande, et les services, MI6, en collaboration avec les Allemands, plus ou moins, si ce Issa est un espion à la solde du KGB, du FSB, pardon. Le FSB, c'est l'ancien KGB, le nom a changé, avec Yeltsin, les services fédéraux de sécurité, ça veut dire. Et ce livre, c'est le prolongement de la suspicion où tout est mélangé. La question de la Russie, la question du terrorisme, de l'islamisme, c'est-à-dire un Tchétchène terroriste islamiste, mais qui pourrait travailler pour le Kremlin, mais c'est pas sûr. Donc c'est toujours en demi-teinte, bien sûr, c'est jamais. On n'est pas dans James Bond avec les bons et les méchants, c'est beaucoup plus subtil, mais en tout cas, un homme très recherché est le sommet de la subtilité entre ces thématiques, terrorisme, islamisme, Russie, post-guerre froide, MI6, terrain étranger, c'est-à-dire le MI6 en Allemagne. Voilà, il y a une sorte de cocktail explosif, passionnant. D'accord, ok. Alors, dans ces livres, on l'a un petit peu évoqué, mais finalement, comment opèrent les espions? Ils opèrent en travaillant les gens sur des choses qui sont toujours les mêmes. Le patriotisme, donc le service rendu à la nation, les histoires de cœur, les femmes, donc l'amour, le sentiment, et les histoires d'argent, voilà, et d'intérêt. Donc tout est mêlé. Le sordide, les grands états, les vues, les considérations politiques, etc. Et la subtilité des personnages de Le Carré, c'est qu'ils ont un affect. C'est pas James Bond qui vole dans les airs, je sais pas quoi, en moto, quoi. C'est tout à fait, c'est ultra humain. Et il a inspiré des gens. Il a inspiré dans les intrigues j'avais noté comme ça Percy Kemp, parce Percy Kemp, c'est quelqu'un probablement qui a travaillé dans les services, anglo-libanais, qui a écrit le système Boone, qui est vraiment un émule, un élève
de la pensée de Le Carré. Le système Bourne, lié à... Bourne. Bourne, ah pardon, Harry Bourne. Il n'y a rien à voir avec Jason Bourne, Non. l'ouvrage de notre maître de l'espionnage, Robert Louis Dune, je crois. Oui, Okay, j'ai vu Jason Bourne, oui. Ok, d'accord. Voilà, alors, voilà. Mais non, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec ça. Non, rien à voir. Le système Bourne, Le Grand Jeu, etc., c'est des livres extrêmement intéressants qui sont directement inspirés de Le Carré. Donc, c'est pas qu'une école de pensée, Le Carré, c'est plus que... C'est pas une école de pensée, c'est une vision d'un maître, avec des discours d'un maître qui ont inspiré d'autres, des émules. Ouais. Toi, oui, tu veux terminer. Non. Toi, en tant qu'humanitaire, oui. Lorsque tu travaillais en Tchétchénie, oui. tu as fréquenté Alina Politkovskaya, et on t'a accusé à un certain moment, je crois, d'être un espion. Oui, absolument. Tu peux nous raconter cette anecdote, parce que c'est vrai que les associations humanitaires, les ONG, peuvent être des chevaux de Troie aussi. Elles l'ont été à plusieurs reprises, bien sûr. Elles l'ont été avec des services américains qui ont infiltré, avec des services canadiens qui ont infiltré. La Croix-Rouge qui a exfiltré Eichmann, par exemple, avec le Vatican. Oui, alors ça, c'était pas une ONG, c'était le système suisse du Comité international de la Croix-Rouge. C'est encore une autre histoire, mais c'est dans la sphère humanitaire. Mais oui, on peut dire clairement que des services, y compris des services français, ont infiltré les associations humanitaires à l'étranger. Je dis bien des services français. Ça, c'est absolument clair. Je parle de la Russie en tout cas. Concernant notre association Médecins du Monde, nous avons été approchés, mais c'est normal ça, par les services pour voir s'il y avait moyen de leur rendre des services justement. Par les services secrets. Mais ça, je dirais que c'est assez banal et c'est une bonne guerre et c'est pas très surprenant quand on travaille dans une zone où les services n'ont pas d'œil et pas d'oreille. Donc ils nous demandent si on peut bien, bénévolement bien sûr, être leurs yeux et leurs oreilles, c'est-à-dire leur raconter ce qu'on a vu et ce qu'on en pense. Okay, mais c'est surtout des faits, etc. Mais quand on met le doigt dans le système, et ça, j'en reviens au maître, à John Le Carré, quand on met le doigt dans le système, on ne sait pas forcément jusqu'où ça peut aller, et c'était en tout cas pas du tout ma tasse de thé. Alors pour revenir à l'accusation, oui, Politkovskaya a écrit un article, paix à son âme, on a travaillé ensemble à plusieurs reprises, elle nous a fait le plaisir de venir à Grenoble sur une grosse conférence un an avant qu'elle soit assassinée, donc en 2005 elle est venue à Grenoble, et Politkovskaya avait écrit dans un de ses articles, dans Novaya Gazeta, qui est un journal russe, moscovite, assez indépendant et courageux en tout cas dans le grand système russe, que nous étions des espions au service de l'Occident, et pourquoi pas éventuellement au service du système russe, c'est-à-dire une sorte d'idiot utile à double face, quoi. Donc j'étais allé la voir avec une personne d'ici, dans son journal, et puis elle s'était défendue mollement et avec humour en disant que c'est ce qu'on lui avait dit à plusieurs reprises. Donc c'est pas parce qu'on dit que c'est vrai, et quand tu l'écris, ça devient une prophétie qui peut être inquiétante, parce que tu jettes le soupçon sur nous. Oui, c'est ça. Voilà. Et en tout cas, voilà, pour tirer ça au clair. Oui, ça s'est terminé par une collaboration, mais nous n'avons pas espionné pour le Kremlin et pour les services français. Plutôt travailler ensemble. C'est clair. Oui, absolument. Très bien. Allez, on fait encore une pause et on se retrouve avec Joseph Dato. Très bien.